Pour le Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, la valorisation des connaissances est essentielle. Et je vous dirais que c'est avec rigueur, créativité et enthousiasme que le Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, assume cette responsabilité de transformer la connaissance pour la rendre toujours plus dynamique, captivante, accessible. Il y a deux versions au guide. Il y a une version qui s'adresse d'abord aux personnes autorisées par la protection de la jeunesse, par la direction de la protection de la jeunesse, qui sont appelés à témoigner. Et une autre version qui s'adresse à tous les autres témoins, en fait, qui soient soit de l'interne au centre jeunesse, éducateurs et autres, ou partenaires des centres jeunesse, qui généralement sont appelés à témoigner pour la première fois. Finalement, nous avons pu constater, Monsieur le juge, que la mère est agoraphobe. Monsieur le juge, je vais m'objecter au dernier commentaire du témoin. Il s'agit d'une opinion. Le témoin est un témoin ordinaire et n'est pas qualifié pour rendre un témoignage d'opinion. Je vais vous demander que ce soit rayé. Monsieur le juge, je vais demander à mon témoin de s'en tenir aux faits. Les difficultés d'école et Le Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, souhaite exploiter à sa pleine capacité son talent de rendre le savoir toujours plus vivant. Et pourquoi? D'une part, pour soutenir et enrichir les pratiques professionnelles, pour en assurer le rayonnement, pour en faire profiter les intervenants, les jeunes et les enfants aux quatre coins du monde. Maintenant, avant d'entendre le point de vue de nos invités, j'aimerais parler d'un article du Journal de Montréal qui m'a fait vivement réagir la semaine passée et qui était intitulé « Suicide dans un centre jeunesse ». Voici les faits. On y parle d'un jeune de 15 ans, Guillaume Crépeau-Bonnier, qui se serait enlevé la vie en se pendant dans sa douche à l'aide d'une ceinture au centre jeunesse Huberdeau le 9 mars dernier. Tenez bien cette date, le 9 mars dernier. Ce jeune était en attente d'un suivi psychologique depuis le 18 juillet 2013. Si vous faites le calcul, ça nous fait un 8 mois d'attente, date à laquelle un juge de la Cour du Québec avait pourtant ordonné qu'il reçoive des services psychologiques. Donc, on parle d'une ordonnance de cour. La semaine précédant sa mort, la travailleuse sociale responsable de son dossier, qui a parlé avec la mère, affirme qu'il aurait dit à 3 reprises qu'il voulait mourir. Mais qu'on ne l'a pas pris au sérieux et qu'il n'y a pas eu de mesures pour le protéger non plus. Or, le jour de sa mort, même 2 éducatrices étaient présentes dans l'unité où il logeait. Or, évidemment, la mère s'interroge sur le travail de la DPJ et se demande avec raison pourquoi la direction de la protection de la jeunesse n'a pas protégé son fils. Elle est évidemment démolie. La Sûreté du Québec et le bureau du coroner ont ouvert une enquête. On verra bien ce que ça peut donner. Mais Monsieur Martin, directeur du service à la clientèle des centres jeunesse des Laurentides, dit qu'il ne faut pas en faire un débat public. Il offre ses condoléances à Madame Bonnier, mais il lui demande de rédiger une lettre dégageant le centre jeunesse de toute responsabilité, par exemple. Assez particulier. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'au cours des prochaines semaines, on ne parle pas de 8 mois, les intervenants concernés, eux, recevront un suivi psychologique. Et on ose dire à la mère que c'est pas parce qu'un garçon est dans un centre jeunesse ou avec la DPJ qu'il peut recevoir un service psychologique plus rapidement que les autres jeunes de la société. Moi, quand je lis ça, mes amis, ça me donne l'urticaire. Écoutez, pour un suivi psychologique, avec les moyens que les centres jeunesse ont, il devrait être assez facile d'obtenir l'aide d'une ressource externe. Ça, c'est très clair. Écoutez, d'ailleurs, lorsque on veut évaluer un parent
pour lequel on pense que il y aurait soit une déficience intellectuelle légère ou encore un trouble de personnalité, dans l'optique de lui retirer son enfant. Écoutez, ça prend pas 8 mois là, avant de lui faire rencontrer un psychologue puis lui faire une évaluation là. Et en plus de ça, écoutez, si les intervenants peuvent avoir un suivi psychologique dans l'espace peut-être de 2 semaines. C'est qu'ils font affaire souvent avec un programme d'aide aux employés. Il existe plein d'autres possibilité de pouvoir offrir des services psychologiques aux jeunes qui sont en centre jeunesse. Écoutez, personnellement, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, même dans l'article de journal qui concerne le sujet dont on parle, écoutez, dans le bas du journal de Montréal, on donne même, et c'est aberrant, on dit si vous avez besoin d'aide, on donne SOS Suicide avec les adresses, Jeunesse J'écoute avec les adresses et le téléphone dans les 2 cas, tel jeune avec les adresses, le téléphone dans tous les cas. Je peux pas croire que on peut pas permettre à un jeune qui est vraiment en détresse comme ça, et pour lequel d'ailleurs le juge a accordé la possibilité d'avoir un suivi psychologique, on n'y accorde pas la possibilité de donner un coup de téléphone même. Écoutez, c'est quelque chose d'incroyable dans ce cas-ci, et on parle du décès là d'un jeune là. Et écoutez, c'est quand même pas léger. Et la mère a eu toutes les misères du monde d'avoir l'information. Mais on peut se demander aussi, allons un petit peu plus loin dans notre réflexion. Pourquoi la DPJ ne ferait pas affaire avec... advenant le cas qu'il n'y a pas une ressource interne, ce que j'ai de la misère à croire, parce qu'il existe un bon nombre de ressources internes, même une psychoéducatrice ou un psychoéducateur peut intervenir dans ce cas-ci. Mais même si on supposait qu'il n'y avait pas une ressource interne disponible, pourquoi la DPJ ne va pas chercher une ressource externe? On peut se poser la question, est-ce que on aurait peur que le jeune puisse dire des choses, exprimer des choses à une ressource externe? Est-ce qu'on n'essaie pas de cette façon-là de se protéger? La question se pose drôlement, je vous dirais. Et faut croire faut considérer ici qu'on a un organisme qui est très hermétique. Hein? On veut pas laisser entrer personne. On garde l'information. On veut pas se faire prendre en défaut. Écoutez, on parle de protection de la jeunesse. Est-ce qu'on peut considérer que ce jeune-là a bien été protégé par la DPJ? Écoutez, poser la question, c'est y répondre là, dans ce cas-ci. Et évidemment, la mère ne le prend pas, et elle ne prend surtout pas le fait que les intervenants, eux autres, pauvres personnes éplorées, on va avoir droit à un suivi psychologique dans l'espace d'une ou 2 semaines. Et puis, alors que son fils a attendu 8 mois et ça s'est terminé par un suicide. On peut bien dire, c'est sûr qu'on peut dire, le jeune avait peut-être des problèmes de santé mentale. C'est sûr qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Les juges ont demandé un suivi psychologique, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il prenait une médication, ben oui, mais à ce moment-là, c'est aussi de considérer que ce système-là préfère souvent médicamenter la clientèle plutôt que leur donner un véritable suivi psychologique. Dans des centres d'accueil comme à Sherbrooke, par exemple, jusqu'à 70% de la clientèle, écoutez, peut être médicamentée, c'est pas rien, là. Mais bon, on sait pas si le jeune était médicamenté ici. Mais écoutez, ça démontre encore une fois que on n'est pas trop fort sur le suivi psychologique, si vous passez l'expression. Maintenant, évidemment, quels seront les résultats de l'enquête de la Sûreté du Québec et du coroner? Écoutez, peu importe les résultats de l'enquête, je suis pas certain. On sait que la DPJ n'est pas imputable de ces gestes.
Alors, c'était mon petit éditorial du départ en fonction de cet article de journal. La facture de 1 500 000 $ et des dépassements de coûts de 300 000 $ pour une piscine au Centre jeunesse Dominique Savio avait provoqué la colère du gouvernement. Quand on pense qu'il y a même un risque, un simple risque, qui est relatif à la collusion ou à la corruption, nous transmettons ça à l'UPAC directement. TVA Nouvelle a appris que pendant que tous les feux sont tournés vers l'industrie de la construction, l'UPAC a maintenant ouvert un second front. On dit on aimerait te rencontrer et on va te poser des questions par rapport à tout ça. Alors, oui, par rapport au centre jeunesse. Une semaine après la diffusion de notre reportage, 2 enquêteurs de l'UPAC ont rencontré cet homme. Il travaille dans les centres jeunesse et avait dénoncé il y a plusieurs mois ce qu'il estimait être des dépenses exagérées. Vous avez regardé notre reportage? Oui, avant l'entrevue et puis effectivement, là, il y a matière à enquête. Les enquêteurs s'intéressent au projet de piscine, mais aussi à l'ensemble des dépenses de rénovation et de construction dans les centres. Une analyse des factures obtenues par la loi d'accès à l'information montre que là aussi, les coûts paraissent parfois anormalement élevés. Ça fait partie de notre mandat. Pour le patron de l'UPAC, toutes ces dépenses concernent l'argent public, donc son équipe. Les gens pensent beaucoup à la construction. Évidemment, c'est le dossier principal, mais tout ce qui est fourniture de services fait partie aussi de notre mandat quand il est question d'un contrat public. Je dirais que c'est un choc, premièrement, pour des gestionnaires honnêtes qui agissent en vertu d'une mission noble, celle de réadapter des enfants. C'est TVA Nouvelle qui a annoncé au Centre jeunesse de Montréal que ces dépenses se retrouvent dans la mire de l'UPAC. Il y a des montants qui peuvent parfois faire sursauter. On va être les premiers à applaudir si on découvre que tous ces projets-là qu'on fait pour nos jeunes, au final, on pourrait les faire à moindre coût. Les centres jeunesse représentent une première cible hors de l'industrie de la construction. D'autres risquent de suivre. Jusqu'où s'étend la collusion dans les dépenses publiques? Eh bien, voilà la véritable question qu'on est en droit de se poser maintenant. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal. Le patron de l'unité permanente anticorruption qui dresse un bilan extrêmement positif de son groupe pour l'année 2013. Il faut dire qu'en même temps, Robert Laferrière, qui est le président, le directeur de cette commission, est estomaqué, lui, par l'ampleur de la corruption au Québec. Alors, M. Lafrenière, évidemment, c'était une année extrêmement occupée pour l'UPAC. Il y a eu de nombreuses arrestations, des gros noms également. Et il dresse donc ce bilan très positif. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu beaucoup aussi d'argent qu'on a voulu saisir. Le problème, c'est qu'il dit on a tellement de travail que ça nous montre l'ampleur du problème, l'ampleur de la corruption au Québec. L'UPAC travaille dans l'ombre, mais frappe au grand jour. Et ses coups d'éclat ébranlent l'industrie de la corruption. Même son patron s'étonne de l'ampleur de la tâche. Je ne croyais pas l'ampleur si importante. En 2013, les agents de l'unité anticorruption ont arrêté 66 personnes. De gros noms sont tombés, comme les maires Gilles Vaillancourt de Laval, Michael Applebaum de Montréal, Gilles Pepin de Saint-Constant et Michel Lavoie de Saint-Rémy. Des administrateurs publics aussi comme Arthur Porter du CUSUM, des hommes d'affaires importants tels Pierre Duhem de SNC Lavalin, Luigi Coretti de BCIA et le controversé Tony Accurso. C'est un travail d'équipe. Aucun n'a encore été condamné, mais Robert Lafrenière se montre confiant que la justice va prévaloir. Nous, on bâtit notre preuve, très solide, avec des exigences et de la rigueur des procureurs qui est très élevée. Et à ce moment-là, quand on dépose, les procureurs sont certains de leur coût. L'UPAC a réclamé 30 millions pour fraude fiscale auprès d'individus et de sociétés. Elle a reçu 1250 signalements de citoyens, une hausse de 40 %, ce qui porte ce total à 2150. 3000 personnes ont fait l'objet d'une vérification. Des résultats qui montrent que les mentalités changent, mais le défi, concède M. Lafrenière, c'est de récupérer les millions réclamés, car ils sont souvent cachés à l'étranger. C'est la partie la plus difficile au niveau des enquêtes. Actuellement, on a 16 millions qui sont bloqués, donc qu'on tente de récupérer, mais qui sont bloqués. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal.
Roger Quentin était visiblement agacé par la présence de caméras au Palais de justice de Montréal. L'homme de 65 ans s'est reconnu coupable d'attentat à la pudeur et de grossière indécence. Jacques Benoît est sa victime. Moi, je suis là pour défendre les enfants et me défendre moi pour commencer parce que j'ai pas eu justice quand j'avais 11 ans. Il n'y a pas un adulte alentour de moi qui m'a défendu. Et pourtant, le petit gars de 11 ans, le petit Jacques, là, il a essayé il l'a dit, il l'a crié, il l'a agi. Les événements se sont produits durant 4 ans, au début des années 70. Quentin, qui était en position d'autorité par rapport à sa victime, l'a caressé, lui a fait des fellations et a éjaculé sur son corps. Il était le chef éducateur d'un centre jeunesse de la métropole. Là, c'est le protecteur qui abuse. Alors, il lui reste qui à Jacques pour dénoncer, pour être cru, quand la personne la plus haute en situation d'autorité par rapport à lui abuse de lui? Jacques Benoît, qui a écrit un livre, veut faire connaître son histoire. Je travaille avec les enfants depuis plusieurs années. OK? Ça a toujours été pour moi dans ma tête très important, OK? Que je ne veux pas qu'aucun enfant subisse ce que moi j'ai subi dans ma vie. OK? Et toutes les conséquences que ça a encore jusqu'à aujourd'hui. La Couronne demande une peine de pénitencier de 2 ans et une probation de 3 ans. La défense voudrait une peine à purger dans la collectivité de 18 à 24 mois. L'avocate de Roger Quentin souligne que Jacques Benoît provenait d'une famille dysfonctionnelle et que ses malheurs et ses séquelles ne peuvent pas être exclusivement attribués au geste de l'accusé. Je l'écoutais puis je dis mais c'est surréaliste parce que c'est moi qui est victime alors que lui, c'est lui l'agresseur, mais moi je deviens comme une espèce d'agresseur qui ose dénoncer Roger Quentin. La sentence sera rendue le 19 juin prochain. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Montréal. J'ai entendu l'histoire de suicide, là. Je fais juste une petite parenthèse. Oui. Je suis pas surprise. Parce que quand vous entendez une petite fille de 6 ans qui a été enlevée là, de façon brutale et placée dans une famille d'accueil, qui nous disait je pleure toute la nuit et personne vient. Alors, ce qu'on a trouvé de génial, la DPJ, on a acheté une petite suce à l'enfant. Alors, imaginez-vous, on se demande où était le cœur de ces personnes-là. Là. L'enfant pleurait pour ses grands-parents. Et on lui a dit, on a dit, bien, on va trouver une solution. On a ajouté une suce. Alors, on n'a pas rassuré l'enfant, on n'a pas rien fait. On s'est servi d'une chose. Alors, on considère l'enfant comme un numéro. Et c'est ce qui est le plus triste. Francesca a fait des demandes pour être changée de place parce qu'elle en avait peur. À plusieurs reprises, elle aurait dit « j'en ai peur ». J'ai jamais été au courant que ma fille avait peur de ce jeune-là. Ben moi, je suis très frustrée au niveau des centres jeunesse et de la justice. C'est 2 grosses institutions qui disent qu'ils ont un pouvoir de nous protéger en société. Et ces 2 institutions-là, ils ont carrément abandonné Francesca. Elle ne devait pas rester en présence de ce garçon-là dans le même foyer en recevant des menaces comme ça. Ils l'ont fait. Et maintenant, c'est la justice qui l'abandonne. Alors voilà, Julie, le prononcé de la peine a été reporté au 6 avril et Mme Saint-Pierre a la ferme intention de s'adresser directement au juge James Brunton pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord que le plaidoyer était enregistré à son absence et qu'elle n'est pas d'accord non plus avec le plaidoyer d'accusation réduite de meurtre au second degré. Qu'est-ce que ça va donner? On va bien voir. Donc, c'est une histoire à suivre à compter du 6 avril au tribunal de jeunesse. Absolument. Merci beaucoup, Joël. Au revoir. Au revoir. Donc, pour définir la cyberdépendance, je dirais que c'est l'utilisation problématique de certaines applications reliées à Internet. Ça touche autant les jeux vidéo, le chat, le clavardage, la recherche d'informations, aussi la cyberpornographie ou les cyberrelations. C'est sûr que pour parler de cyberdépendance, il faut que ça ait des conséquences dans la vie de la personne. Donc, soit au niveau de l'école, retard scolaire, difficultés scolaires, ou encore au travail, perte de productivité, absentéisme, ou des relations conflictuelles avec des gens de l'entourage reliés à l'utilisation d'Internet. Je pense que les jeunes sont plus à risque parce que c'est une période où ils vont essayer plein de choses, alcool, drogue, jeux vidéo. Ils découvrent Internet. C'est aussi une période de leur vie
où ils essaient de se trouver. Hein. Il y a toute la quête identitaire, la socialisation, c'est très, très, très important avec les amis, ou justement, Internet, ça peut être une façon de socialiser. Et puis souvent, c'est ça qui fait la distinction entre quelqu'un qui développe un problème de cyberdépendance, c'est quand que la personne utilise ce moyen-là pour combler ses besoins sociaux et interpersonnels. Donc, en ce sens-là, les jeunes, l'adolescence est un moment qui est un peu plus à risque. Je pense que c'est délicat de dire si les jeunes en centre jeunesse sont plus à risque que les autres jeunes. Premièrement, parce qu'il n'y a pas eu de recherche sur cette population-là. Les recherches sont vraiment à un niveau embryonnaire là, au Québec. Par contre, si on regarde un peu ce que les recherches disent, c'est que c'est pas tout le monde qui développe un problème de cyberdépendance. Il peut y avoir des facteurs de risque et des facteurs de protection aussi. Et puis parmi les facteurs de risque, d'être isolé, d'avoir une faible estime de soi, d'avoir des problèmes de santé physique ou mentale, ça peut entrer en ligne de compte. Donc c'est sûr que si les jeunes en centre jeunesse ont d'autres difficultés, ils peuvent avoir tendance à développer ce problème-là de cyberdépendance. J'essaie toujours aussi de voir c'est quoi le jeu ou l'application qui est la plus problématique pour le jeune ou pour la personne, puis d'essayer de diminuer ça de façon graduelle en remplaçant aussi parfois par d'autres activités. Parce que des fois, moi, les gens que je rencontre, c'est rendu que ça a pris toute la place. Des amis qu'ils voyaient auparavant, ils ne les voient plus, ou des loisirs, des activités qu'ils faisaient avant, ils ne les font plus. Donc, c'est essayer de tranquillement reprendre ces choses-là, ou peut-être des fois de découvrir des nouveaux centres d'intérêt. Et là, ça se peut qu'on passe moins de temps sur Internet. Moi, c'est sûr que je pense qu'il faut y aller de façon graduelle. Et puis surtout que même quand la personne arrive, puis elle est très, très en détresse, puis elle dit « Moi, je le vois, là, j'ai vraiment plus le contrôle, puis il faudrait que j'arrête complètement. Je pense que je vais mettre un contrôle parental, je vais donner le mot de passe à mon conjoint ou à mes parents. » Bien, moi, souvent, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a tellement de moyens de contourner ça. On peut accéder à Internet par la console PSP, sur le iPhone, sur le BlackBerry, chez des amis, dans les cafés Internet. Puis la personne, elle se retrouve à vivre encore plus de détresse parce qu'il y a la honte de, en plus, j'ai contourné les moyens que j'avais essayé de mettre en place. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus aidant pour la personne de diminuer graduellement, de se voir vivre un succès à travers ça, de se revoir reprendre le contrôle sur cette habitude-là. Et puis, dans le fond, c'est ça, de s'attaquer à ça de façon graduelle, par étapes. C'est sûr aussi qu'il faut voir, est-ce qu'il y a autre chose derrière ça? Hein, des fois, il peut y avoir un problème de santé mentale, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir de la phobie sociale. Donc, il va falloir mettre des objectifs ou mettre d'autres moyens pour pouvoir atténuer ces symptômes-là, parce que sinon, dans le fond, la cyberdépendance, c'est rien qui va bouger, là.